Kobe Mainoo est nommé au trophée Copa, donc le trophée des meilleurs joueurs. Donc il fait partie de la liste des 10 jeunes joueurs nommés cette année. Kobe fucking Mainoo va remporter ce trophée, c'est sûr et certain. Non, nous, Manchester United, c'est vrai qu'on s'excite beaucoup lorsqu'on a un super joueur. C'est sûr qu'il n'a pas gagné, mais en tout cas, j'aimerais revenir donc sur cette nomination de Kobe Mainoo au trophée Copa. D'ailleurs, il y a aussi Alejandro Garnacho chez nous qui est nommé. Donc parmi ces nommés, il y en a 10. Il y a Matistel, le français. Il y a aussi Zahir Emery en tant que français. Il y a bien sûr les Barcelonais. Koubarsi, le grand favori, celui qui doit le remporter. Donc Lamine Yamal. Il y en a d'autres. J'ai plus les autres en tête. Ceci dit, on reviendra sur Kobe Mainoo et plus globalement qui il est et quels sont nos espoirs, et quels sont mes espoirs personnellement sur ce super joueur. Mais avant ça, j'ai envie de parler de la prise de parole du CEO de Manchester United au début de semaine, Dan Ashworth, et qui parle notamment de la politique de transfert de Manchester United de cet été et de Erik ten Hag. C'était intéressant. Et également du cas Casemiro, notamment suite à son super match contre Liverpool. Et donc il y a plusieurs personnes qui ont pris la parole à propos de Casemiro. Je crois que c'est sur Sky Sport, Carragher, donc l'ancien joueur de Liverpool, a pris la parole sur Casemiro en disant qu'il faut qu'il quitte le football avant que le football le quitte. Et Rio Ferdinand a répondu donc sur son émission Rio Reacts, qui est donc sur YouTube d'ailleurs et en podcast. Et plus globalement, de parler du cas Casemiro, s'il doit partir, s'il doit rester, si les arguments de l'un et de l'autre, notamment le Carragher et de Ferdinand, sont valables. Donc voilà, Dan Ashworth, donc CEO de Manchester United, a pris la parole en début de semaine et a notamment parlé de la politique de transfert de cet été, et il a dit qu'il était très satisfait de cette politique de transfert, en tout cas du business qui a été réalisé cet été à Manchester United. Bon, moi honnêtement, je suis plutôt d'accord. Je l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente qui parlait de la politique de transfert, en tout cas des activités du mercato estival de Manchester United cette année. Moi, je suis plutôt d'accord avec Dan. Franchement, Dan, je suis plutôt d'accord. Honnêtement, je trouve que c'est l'une des meilleures fenêtres de transfert depuis un certain moment pour deux raisons. La première, c'est qu'on a réussi à entre guillemets, sortir des joueurs et donc avoir de l'argent. Manchester United, c'est au moins 10 dernières années, et encore je suis gentil, on est des très très mauvais vendeurs, et pourtant on en a de ces vieux joueurs. Hein. Et je vous dis, il y a encore Martial qui est là. Bon, il a quitté le club, il est gratuit, mais il a pas toujours trouvé de club. C'est dire que lui, on devait le virer depuis très longtemps, par exemple. Et donc on a toujours eu du mal à bien vendre nos joueurs, et cette année, je trouve qu'on a quand même réussi à faire des choses intéressantes. On a fait partir Scott McTominay, peu importe ce qu'on en pense. Moi, je vous dis ce que j'en pensais. Bon, Scotty, j'étais pas forcément pour qu'il parte, honnêtement. Même si c'est pas un super joueur, mais il y avait quelque chose. Mais qu'il parte, ça me fait pas mal au cœur. En tout cas, Scotty est parti à Naples. Il y a eu le départ de Jadon Sancho, même si je trouve que le prix demandé, même s'il y a des conditions, comme j'en ai déjà parlé, avec ça dépendra du classement de Chelsea. Dans le championnat, dans la première ligue, c'est pas mal de l'avoir fait sortir. On a vendu Animal Mejbri, le jeune, c'est pas mal. Donc, on a sorti des joueurs. Martial s'en va, gratuit, mais en tout cas, il quitte le club, on le prolonge pas. On commence à sortir des joueurs. Bissaka est parti un peu avant la fin. Ça commence à être pas mal. On a réussi à faire des ventes et des ventes plutôt intéressantes, ce qui n'a pas été notre cas pendant très 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 longtemps. Pellistri aussi est parti. Donc voilà, on a réussi à faire un business de ce côté-là intéressant. Aussi, de l'autre côté, on a réussi à renforcer des postes importants. Je vais pas refaire ma vidéo sur les transferts, mais en tout cas, on a doublé les postes avec, des joueurs qu'on pouvait atteindre. On n'est pas en Ligue des Champions cette année. En ce moment, Manchester, ces dernières années, on n'est pas, même s'il y a quand même l'image qui est restée, on n'est pas forcément en verve. Et donc, on a attiré des gens qu'on pouvait attirer avec le projet qu'on a et avec l'entraîneur qu'on a. Et donc des De Ligt, des Mezraoui, des bonnes doublures ou des joueurs qui peuvent être titulaires, qui ont un bon niveau, qui ont un bon passé. On a recruté des espoirs aussi. Zirkzee, qui est assez jeune, Ugarte, même s'il coûte assez cher. Lenny Yoro, qui est une super recrue. Donc voilà, il y a quand même une réflexion intéressante
sur le recrutement de Manchester United cette année. Donc, je suis plutôt d'accord avec lui. Après, il a aussi parlé d'Eric Ten Hag, et voilà, comme Eric Ten Hag, forcément, après 2 défaites d'affilée, notamment celle contre Liverpool le week-end dernier, forcément, c'est compliqué. Hein, on sait qu'on est sur les côtes d'Eric, forcément, ça va parler. Et même moi, je l'ai dit que forcément, on va plus le scruter. Et Dan Ashworth, en tant que CEO, a rassuré Eric Ten Hag publiquement en disant que, bien entendu, Ineos pensait que Eric Ten Hag était la bonne personne pour conduire le projet Manchester United, qui a eu un bon mercato, et que la vision d'Eric Ten Hag avait été validée par justement ce contrat, cette prolongation. Et donc Eric Ten Hag a été, renforcé sur sa position, malgré les résultats. Là-dessus, je ne peux qu'être d'accord. En même temps, ceci était très bizarre, que le CEO, donc le nouveau CEO, Dan Ashworth, qui est venu de Newcastle, qui fait partie de cette nouvelle restructuration de Manchester United par Ineos, que le nouveau CEO qui a décidé de garder Eric Ten Hag avant l'été, et que là, au bout de 3 matchs, en septembre, d'un coup, il décide, ou en tout cas publiquement, qu'il commence à bégayer, en train de lancer des punchlines en mode Eric Ten Hag, on est sur tes côtes, prochain match, si c'est pas chaud, tu dégages. Ça aurait été très bizarre en réalité. Et donc, en tant que CEO, donc Chief Executive Officer de Manchester United, qui a décidé de garder Eric Ten Hag, il lui a fait signer le contrat. Hein, c'était très bizarre qu'il arrive et qu'il dise qu'il se dédise en réalité, qui se dédise d'un coup en disant oui, il y a 4 mois j'ai dit ok, et 4 mois après en fait finalement bégaye. Non, il faut un cap, il faut une vision, et même si il pense le contraire, ou qui dans leur tête Ineos et notamment Dan Ashworth, ils pensent peut-être qu'en fait Eric Ten Hag va pas faire le job, il est obligé de le dire publiquement et obligé aussi de le maintenir de toute façon. Mais aussi pour une autre raison. Et c'est aussi cette raison pour laquelle je pense ils ont gardé Eric Ten Hag, c'est parce qu'en réalité, il y avait très peu d'alternatives satisfaisantes sur un projet long terme. À mon avis, s'il y avait un Zidane sur le marché, Zidane voulait venir, Zidane aurait remplacé Eric Ten Hag, par exemple. Il y aurait un Guardiola, il l'aurait pris, il y aurait un Mourinho Prime, peut-être qu'il l'aurait pris. Donc là, honnêtement, il y avait très peu d'alternatives. Aussi dans les délais, Ineos, ça s'est fait assez tardivement, il fallait que tout se mette en place. Eric Ten Hag avait gagné un peu de crédit en gagnant la Cup contre City fin mai. Donc il y avait quand même une résurgence un peu de soutien à Eric Ten Hag. Donc là, en réalité, je trouve que c'est une annonce de CEO et c'est un truc qui est quand même cohérent pour Manchester United. Donc je suis plutôt d'accord. Il faut continuer dans cette voie d'un peu de stabilité, donner un peu de confiance, même si dans les coulisses, on sait que ça peut travailler, ça peut travailler sur des dossiers, tout rôle, etc. Peu importe, en tout cas, maintenir ce cap et être derrière le coach, c'est hyper important. Donc voilà. Maintenant, Casemiro. Pourquoi je parle de Casemiro? Parce que Casemiro nous a sorti une disaster class dimanche contre Liverpool. Et dans la foulée, notamment sur Sky Sport, comme je vous disais en introduction, notre ami Carragher, ancien joueur de Liverpool, a clashé de ouf Casemiro. Il a commencé à, grosso modo, à lui dire « t'es fini, il faut que tu partes ». Moi aussi, j'étais un peu virulent sur Casemiro. D'ailleurs, avant même ce match-là, j'avais été un peu virulent sur Casemiro en disant que peut-être, et je l'avais mis peut-être dans les gens que je voulais peut-être voir partir, il avait un peu sorti cette liste en disant que lui, j'ai une interrogation. Alors, Carragher a critiqué et Rio Ferdinand, donc notre ancien grand défenseur, dans son émission Rio Reacts, a défendu Casemiro en disant justement que Carragher lui a manqué de respect et que Casemiro n'était pas forcément dans les meilleures conditions dans le club, dans l'équipe, sur le terrain, pour exprimer son vrai talent. Alors, sur cette question, je pense qu'il y a du vrai des deux côtés. C'est un peu facile ce que je dis, mais en réalité, j'ai réfléchi et j'ai analysé le truc. Au premier match, Casemiro était notre meilleur joueur. C'était contre Fulham, à domicile. Bon, c'est pas non plus le truc le plus dur à faire. Ceci dit, on l'a senti bien en forme, même dans les matchs de pré-saison. Casemiro, je trouve, malgré tout, et d'ailleurs, en fait, finalement, il a que 32 ans. Il a que 32 ans. Il a que 32 ans, et je sais qu'il y a cette rumeur d'obsolescence des Brésiliens. Je trouve que Casemiro, quand même, il a quelque chose pour lui, c'est que c'est un grand joueur, et c'est quelqu'un d'assez décisif. Quand il est décisif parfois dans ses récupérations,
Et aussi, c'est quelqu'un qui peut marquer des buts à des moments clés sur une tête, sur des corners ou sur des coups francs excentrés. Il nous a souvent fait la différence comme ça. Il nous a fait gagner aussi la Coupe de la Ligue. Donc, il a marqué des buts importants, Casemiro. Donc, c'est aussi un joueur qui a beaucoup d'influence sur le terrain, et aussi, voilà, par son jeu et par aussi son historique auprès des arbitres, auprès des autres joueurs. Et je pense qu'il est un point dans le vestiaire. Donc, il n'a pas tort, Ferdinand, quand il dit qu'il n'est pas dans les meilleures conditions, parce qu'en réalité, Casemiro au Real Madrid, il jouait avec des vrais gars au terrain. Modric, Kroos, des joueurs qui savaient garder un ballon. Moi, j'en parle souvent. Garder un ballon plus de 15 secondes. C'est ça, en fait. Un gars qui peut contrôler, qui peut maîtriser les ballons, par exemple, comme Scott McTominay a le ballon, tout de suite sans qu'il panique. Ou il a chaud. Non. Et en fait, Bruno Fernandes est notre meilleur joueur, mais il n'a pas forcément cette capacité comme Modric ou Kroos ou Rodri, par exemple, de pouvoir garder le ballon longtemps. On sent que c'est quelqu'un qui a des super passes, des super intuitions en une touche de balle, en une deux, en frappe, mais c'est pas forcément quelqu'un qui a une capacité à garder le ballon, être très technique pour garder le ballon. Et ça, Casemiro, il l'a pas. Et par conséquent, il doit jouer ce double rôle, à la fois d'être devant la défense et aussi d'être un très bon passeur, ce qu'il avait moins comme rôle au Real Madrid. Alors que quand avec Kroos et Modric, tout ce que tu as à faire, entre guillemets, c'est de rendre tout propre et de leur donner le ballon à 2 mètres, à 5 mètres, pas plus. Même si Casemiro a quand même d'autres qualités de relation, etc., c'est pas forcément sa force principale. Et à Manchester United, donc Bruno Fernandes est très offensif et très haut, et Maïnouk, on va en reparler, est plus, et encore tendre, même s'il a ce talent-là, on le sent. Et quand je revois le match, Casemiro me dit, oui, c'est quand même sa faute. Il a quand même fait des dingueries. C'est quand même sa faute. Hein, j'ai pas changé d'avis. Ceci dit, il n'est pas forcément aidé. C'est vrai qu'il n'est pas forcément aidé, et donc du coup, il est comme une passoire. Il prend l'eau, et là, même s'il a raté des passes, et c'est pourtant de sa faute, il n'est pas aidé. Et je ne suis pas forcément pour qu'on sorte à la mi-temps. D'ailleurs, dans le Sun, un tabloïd anglais, ils disent que éventuellement, ils souhaitent s'en débarrasser. Manchester United, j'y crois pas trop cette rumeur, moi. Et que l'Arabie Saoudite, notamment, ou Galatasaray souhaiterait l'enrôler. C'est quand même un gros salaire à Casemiro, l'un des plus gros à Manchester United. Moi, j'avoue que je suis plutôt pour qu'il reste. Pour l'instant, d'avoir un joueur de ce niveau, avec son expérience, cette influence, on n'est pas encore à ce niveau, au niveau où on peut se passer de Casemiro, ou au moins dans la rotation. Voilà. Ugarte va peut-être prendre sa place à terme, mais je pense que Casemiro, c'est un gros joueur, il faut pas s'en le garder, il faut le garder aussi compétitif. Ouais, faut garder Casemiro malgré tout ce que j'ai dit. Sur le sujet, c'est une bonne transition sur le sujet Kobbie Mainoo. Donc notre Kobbie Mainoo, notre petit, est nominé aux côtés de Alejandro Garnacho, donc au Trophée Copa. D'ailleurs, il faut savoir qu'en fait, finalement, les 3 derniers vainqueurs du Trophée Copa sont des milieux de terrain. Bellingham, Gavi et Pedri. Parce que spontanément, j'ai envie de dire, s'il voulait gagner, Kobbie Mainoo, il avait besoin d'être plus décisif, marquer beaucoup plus de buts, comme le font la plupart des attaquants, etc. Et comme l'a fait Lamine Yamal. Ceci dit, c'est sûr que, il y a des nommés, c'est cool, mais Lamine Yamal est grand favori et logiquement va le gagner. Il le mérite amplement, c'est un talent formidable, et en plus il est nommé au Ballon d'Or aussi, et puis présent dans un top 10, top 15 Ballon d'Or, ça ne choquerait personne. Donc voilà, Lamine Yamal va gagner le trophée, sans aucun doute, et il le mérite amplement. Mais pourquoi je parle de Kobbie Mainoo? Parce que, pour moi, donc je trouve que cette nomination est légitime. Celle d'Alejandro Garnacho m'a un peu plus surpris, mais il a fait une très bonne saison avec nous. Je pense que Kobbie Mainoo est un super joueur, et tout le monde le dit, mais que malheureusement, il va devoir confirmer un peu sa bonne partie de saison et son bon Euro. Là, il va devoir confirmer sa deuxième saison en tant que titulaire, en confiance. Mais le problème de Kobbie va être qu'il est dans une équipe qui est pour l'instant en difficulté, et qui est notamment en difficulté au milieu de terrain, qui a du mal à vraiment exister au milieu de terrain. Et c'est là où Lamine Yamal a de la chance, c'est que la peur moi j'avais en tout cas pour Lamine Yamal, c'est que on compte sur lui en tant que numéro 1 en Barça, alors qu'il a que 17 ans. Et là c'est dur, si t'es tout seul, c'est toi qui dois tout porter, c'est compliqué. Parfois on l'a vu, quand le Barça était en difficulté, lui il réussissait les choses, mais quand il réussissait pas, il se passait rien. Alors qu'après, le Barcelone a réussi un peu à remonter la pente, et Lewandowski est revenu au niveau, et là il retourne le Pedri, là ils ont construit une bonne équipe, Rafinha joue bien, donc on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Et donc Lamine Yamal peut évoluer, peut grandir dans une équipe qui est cadrée, qui commence à avoir un cadre, et qui commence à avoir des joueurs au top qui sont au top. Alors que Kobbie Mainoo, limite au milieu de terrain, on compte sur lui de fou.
parce que les autres est à la rue et parce que le club est à la rue. Et là, c'est un problème pour son évolution et pour le fait qu'il ne soit pas lui-même en difficulté. Qu'il doit... Lui, Kobe Mainoo, pour moi, c'est plus un joueur qui doit être assez proche quand même des attaquants et des ailiers. Parce qu'on sent offensif, on le sent très techniquement capable de garder un ballon, de dribbler, même de parfois, c'est pas forcément quelqu'un de rapide, mais sur les premiers mètres, avec un ballon, il est capable de faire un coup de rein, comme il a marqué 1 ou 2 buts comme ça l'année dernière. Et il met des bonnes passes, il met des bons appels aussi. Devant la défense, je trouve qu'il peut le faire, type un peu Lassana Diarra, comme il le faisait, ou Makelele, mais on perd un peu de ses, parce qu'il est bon dans les passes dans les derniers mètres. Et parfois aussi, il a ce côté un peu nonchalant, que Rodri a, par exemple, ou Busquets a, mais eux, ils avaient beaucoup plus d'expérience, de roublardise. Et donc, ils étaient capables de se mettre de dos, et de tranquillement, avec leur super technique espagnole, gérer. Lui, il est encore jeune, et des fois, il se fait bouger, il met pas son corps bien en opposition, et donc c'est compliqué pour lui. Donc, je pense que c'est un joueur qu'il faut beaucoup protéger, que malheureusement, pour l'instant, il n'est pas dans un super univers pour bien évoluer, même si on voit que c'est un talent extraordinaire. Moi, c'est mon joueur préféré à Manchester United. Et c'est mon joueur préféré depuis longtemps. Je veux le dire, c'est mon joueur favori, et c'est le favori des favoris. C'est-à-dire que j'ai aimé Rashford à un moment, j'ai adoré Greenwood, j'ai apprécié Garnacho, mais de ces dernières années, c'est lui que j'apprécie le plus, Kobe. J'aime beaucoup son talent, son pied, et on a vraiment besoin d'un joueur comme ça. Ces derniers temps, je l'ai trouvé un peu en dilettante quand le jeu s'accélérait. Est-ce que c'est de sa faute à lui, son inexpérience et son manque, voilà, il faut qu'il gagne aussi des choses, hein, techniquement, etc. Ou c'est parce qu'on prend l'eau, je sais pas. Mais parfois, je sentais aussi dépassé. Il fait beaucoup de récupération, il fait beaucoup de passes propres, mais des fois, il disparaît dans les matchs. Après, il est aussi jeune, il n'a pas à être celui qui mène l'attaque et la défense. C'est vrai qu'il est un peu au four au moulin, étant donné le niveau de notre terrain. Mais voilà, pour moi, c'est un grand espoir, Kobe Mainoo, et que imaginons que rien que pour lui, le club doit se structurer, doit grandir, doit l'entourer, je parle au niveau du staff technique, mais aussi des joueurs autour, pour qu'il grandisse et pour qu'il devienne un vrai Paul Scholes, notre Paul Scholes, un nouveau Paul Scholes, et qui soit le leader de la nouvelle génération de Manchester United. Je le pense capable, je le lui souhaite, c'est un super joueur qui peut faire de grandes choses pour Manchester United et pour l'équipe d'Angleterre, et qu'ils ont une super génération. Je crois que malheureusement, il dépend beaucoup de ce que va faire Manchester United cette année. Il a été surprenant l'année dernière, c'est une surprise, c'est un petit jeune, là, il doit confirmer, c'est plus dur à confirmer. Je crois en lui, il faut l'entourer. Kobe fucking Mainoo est derrière toi. Je sais qu'il y a des fans sur Twitter. Il va pas gagner le trophée de Copa, mais c'était voilà pour remettre un peu de contexte sur notre petit prodige, notre petit protégé Kobe. Donc c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur ce sujet-là. On va suivre un peu les actus de Manchester United. Là, c'est la trêve, tranquillou. On va se poser, on va réfléchir. Et après, retour à Southampton le 14.